Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 17e webinaire. C'est un petit peu particulier. Je ne vous cache pas que nous avons un problème technique, un problème d'affichage de nos caméras. Donc, vous allez pouvoir voir le support de présentation, nous entendre parfaitement normalement. Mais malheureusement, on n'arrive pas à afficher les caméras. Il y a un petit bug dans le système aujourd'hui. Ça fait 5 minutes qu'on est dessus et nous n'arrivons pas à solutionner le problème. L'essentiel n'est pas de nous voir, mais de nous entendre, de voir les présentations et surtout d'écouter et de pouvoir interagir avec nos intervenants du jour. Voilà, je vous laisse nous dire dans le chat si tout est OK au niveau son et au niveau partage d'écran. Et je commence tout de suite ce 17e webinaire. Tout est OK, vous nous entendez, le son il est OK. Voilà, c'est un peu bizarre de ne pas se voir et de ne voir personne. C'est une première. Pour aujourd'hui, on va faire comme ça. Vous êtes très nombreux encore à nous avoir rejoints. Nous attendons plus de 240 participants. Nous sommes ravis, encore une fois, de vous retrouver. Je vous disais donc 17e webinaire dans le cadre de notre démarche que nous avons appelée Dirigeants, préparer la reprise, organisée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne. Aujourd'hui, je reçois 3 intervenants pour ce webinaire que nous avons intitulé « Comment préparer la reprise des activités ? Quelles mesures pour protéger ses salariés et avec quel équipement ?» J'accueille donc le docteur Nicoletta Simpéan de la médecine du travail. Bonjour Nicoletta. Bonjour à tout le monde. J'accueille David Valentin, vous êtes conseiller en prévention. Bonjour à tous. Et j'accueille également ma collègue Isabelle Dufour, chargée de mission pour Pacte PME. Bonjour Isabelle. Isabelle, elle nous entend pas. Bonjour à tous, pardon, j'avais coupé mon son, pardon. Parfait, c'est pas grave. Ok, je rappelle les règles du jeu. Cette présentation sera disponible, nous vous l'enverrons par email comme d'habitude, et vous pourrez également retrouver le support de cette présentation sur notre chaîne YouTube. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos intervenants. Voilà, les présentations sont faites. David et Nicoletta, je vous laisse la main. Merci. Parfait. Du coup, je présume tout le monde voit le diaporama. Hop, oui. Ok, j'ai passé, c'est bon. Il y a un petit temps de réaction, c'est juste pour vérifier. Nicoletta, je te laisse faire l'introduction. Merci David. Alors, je fais tout de suite une petite précision. Ce document, vous le trouvez sur le site internet du SLST. C'est un document que nous avons créé à la demande de nos adhérents qui avaient pas mal de questions par rapport à la reprise d'activité suite au déconfinement prévu pour le 11 mai, mais aussi des adhérents qui n'ont jamais cessé leur activité et qui avaient besoin de renseignements par rapport à des mesures à mettre en place pour la prévention du Covid-19. Alors, les recommandations ont été rédigées dans l'état actuel des connaissances et risquent d'être révisées en fonction de l'évolution des données scientifiques et des préconisations des services de l'État. Et notamment, si on parle des préconisations des services de l'État, nous avons pris connaissance aujourd'hui du protocole national de déconfinement. Si on parle de Covid-19, qu'est-ce que c'est Covid-19? Donc, c'est la maladie qui est provoquée par le coronavirus. C'est important à connaître un petit peu ce virus pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention. Alors, il y a encore des incertitudes sur ses caractéristiques, sur le mode de transmission, sur l'infectiosité, sur la durée de vie sur les surfaces, les effets sur la santé. On ne connaît pas la dose des virus nécessaire pour infecter une personne. On ne connaît pas forcément le site récepteur. Enfin, il manque encore pas mal de certitudes liées notamment à la transmission. Alors, ce qui est conseillé dans le doute, c'est d'appliquer le principe des précautions, d'assurer une veille des préconisations des services de l'État. Et nous vous conseillons aussi d'aller consulter régulièrement le site du service de santé au travail, que ce soit le SLST ou un autre service de santé au travail. Et aussi, faire attention à tout ce qui est fake news, des informations qui circulent et qui sont parfois amplifiées par les réseaux sociaux et par les médias.
Alors, ce qu'on connaît aujourd'hui sur le coronavirus, c'est qu'il est assez contagieux. Alors, par rapport à d'autres maladies, pour vous donner un exemple, on passe rapidement sur les symptômes et la contagiosité. Donc, si on parle de contagiosité, on parle quand même d'un R0 de 3,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne peut contaminer 3,5 personnes à son tour. C'est pas énorme. Si on regarde la rougeole, ça peut arriver jusqu'à 15 voire 18 personnes. La dose infectante, on ne la connaît pas à ce jour. On sait quand même que le virus ou que la personne est contagieuse avant d'être symptomatique. C'est ça qui fait très compliqué la prévention. On ne peut pas identifier la personne dès qu'elle est contagieuse. Les manifestations sont très variées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques pour le COVID-19. Ça peut ressembler à une grippe. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la fièvre, toux sèche, de la fatigue, des courbatures, maux de gorge, maux de tête. Ce qui a été identifié aussi, qui est à peu près spécifique à la maladie, sont une perte de goût et de l'odorat, d'apparition brutale, et sans qu'il y ait la sensation de nez bouché. Du coup, vraiment un tableau assez large des manifestations. L'incubation de la maladie, elle est estimée en moyenne à 3 voire 5 jours, avec une aggravation des symptômes au 7e voire 9e jour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la personne est déjà contagieuse pendant la période d'incubation, 24 voire 48 heures avant le début des symptômes. Et pour compliquer encore plus les choses, il y a aussi des porteurs asymptomatiques qui peuvent malgré tout transmettre la maladie. Sur les modes de transmission, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'en gros, il y a deux façons de transmission de la maladie. Alors, il y a une façon directe, de muqueuse à muqueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un contact étroit entre des personnes pour que la maladie soit transmise. Contact étroit, ça veut dire à moins d'1 mètre et plus de 15 minutes. Lors d'un échange verbal, ça pourrait être d'un accès de toux. Donc, les gouttelettes passent de la personne infectée à une personne récepteur. La façon indirecte de la transmission de la maladie, c'est manuporter. Ça veut dire les mains viennent en contact avec une surface contaminée par une personne malade et après la main contaminée, vient ensuite en contact avec la bouche, le nez ou les yeux. C'est pour ça que l'hygiène des mains est tellement importante. Alors, dans l'état actuel des connaissances, il semblerait qu'il n'y a pas de transmission aérienne du virus. Donc, le virus ne peut pas vivre tout seul dans l'air. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Je pense que je te laisse la parole, David. Ok. Donc, une fois qu'on a fait le point… Oui? Pardon, excusez-moi. J'ai une question sur le chat que je me permets de vous relayer. C'est Florence qui nous demande la durée de vie du virus. S'il est présent sur un réceptionné, emballage, carton plastique, par exemple. Alors, je vais vous répondre très vite. Alors, pour évaluer la contamination des surfaces, il y a plusieurs études qui ont été effectuées. Alors, ce qu'ils ont déterminé, c'est que le virus vivant, ils l'ont retrouvé sur des surfaces jusqu'à 3 jours, voire 7 jours après certaines études. Mais, et ça c'est très important à retenir, une réduction de plus de 90% de la quantité de virus vivants en moins de 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par les moyens disponibles à ce jour, on peut identifier les restes des virus, mais ce qu'on identifie n'est pas forcément vivant. Ça veut dire qu'il n'y a plus la capacité d'infecter. Alors, pour être en sécurité par rapport à toutes les surfaces qu'on peut toucher, il faut retenir les 24 heures. Ça veut dire que la quantité de virus vivants, elle va tellement baisser dans les 24 heures
que le risque d'infection est vraiment très, très réduit. Voilà ce que j'ai pu trouver dans les études publiées jusqu'à ce jour. Très bien, merci. Une autre question de Bruno qui nous demande est-ce qu'une transmission oculaire est possible? Apparemment, oui. Alors, c'est transmissible par les muqueuses, ça veut dire buccale, respiratoire, mais il semblerait aussi qu'il peut y avoir une transmission au niveau de la conjonctive de l'œil. Ok, très bien, merci. D'autres questions sur la partie médicale? C'est bon? C'est bon, David. À vous. C'est bon? D'accord. Donc, l'intérêt qu'on avait de vous faire un point sur cette partie des connaissances médicales, c'est que ça va être la base des réflexions qu'on va vous préconiser en termes d'évaluation du risque au sein de vos établissements. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport aux connaissances qu'on a, on va essayer de vous faire prendre du recul sur ce que vous faites comme activité pour pouvoir derrière mettre en place des organisations, des moyens qui vont vous permettre de vous protéger, vous, vos salariés et aussi le public au sein de vos établissements. C'est pour ça que, comme le disait Nicoletta en introduction, il va falloir quand même rester vigilant à tout ce qui est évolution des connaissances au fur et à mesure du temps, parce que c'est un virus sur lequel on a encore peu d'éléments qui sont certains et on se rend compte que les choses évoluent très très vite. Si je vous donne un exemple, on avait beaucoup entendu parler des prises de température en entrée des établissements et le Haut Conseil pour la santé publique s'est positionné en fin de semaine dernière pour dire que c'était plutôt déconseillé vu que finalement la température était un symptôme qu'on retrouvait que peu fréquemment dans le Covid et que des personnes pouvaient avoir de la température sans forcément être infectées. Donc, par rapport à ça, on va probablement revenir sur le sujet un petit peu plus tard. Voilà. Donc, par rapport à ça, on va plutôt se positionner sur une méthodologie. L'idée, donc, ça va être de voir, vraiment prendre du recul pour voir toutes les phases dans lesquelles vous pouvez avoir un souci de contamination. Et à partir de ces phases-là, on va appliquer les grands principes de prévention, c'est-à-dire qu'on va supprimer, si on peut, le danger à la source. Ensuite, on combattra la source de contamination. On réorganisera les locaux et au final, on mettra en place des équipements de protection individuels qui nécessiteront forcément une formation et une information tant des salariés que du public qui va être reçu. Alors, du coup, pour analyser les différentes situations qu'on va forcément vous préconiser dans un premier temps, c'est de regarder sur le site du ministère s'il existe des recommandations sur votre métier. Donc, c'est le cas du protocole qui est paru ce matin et des différentes fiches métiers qu'on retrouve dans lesquelles on a déjà les supermarchés, des activités du bâtiment et autres. À ce jour, on a 47 fiches métiers qui existent. Il est prévu qu'il y en ait une soixantaine d'ici la fin de la semaine. Il faut savoir que ces fiches métiers sont les recommandations de base. C'est vraiment des éléments sur lesquels, en aucun cas, vous pourrez vous substituer, vu que elles ont limite un pouvoir juridique en fait. Une fois que j'ai pris connaissance de ces fiches métiers, des éventuelles préconisations qu'il y a dedans, je vais m'assurer en fait que j'ai identifié toutes les activités possibles. Donc pour cela, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de ne pas hésiter à faire un listing de toutes les activités que vous êtes amené à faire, vos salariés aussi, et éventuellement tout ce qui peut être amené à faire le public qui va rentrer dans votre établissement, que ce soit l'accès à une salle de pause, une salle d'attente, travailler dans un bureau, aller chercher des éléments en réserve, la réception de matières premières, qui va un peu dans le sens de la question de la personne sur la résistance du virus, etc., etc. Et en listant tout ça, ça va vous permettre de vous assurer que toutes les situations possibles dans votre établissement ont bien été prises en compte. Alors David, Sophie me demande où peut-on trouver les fiches métiers? Alors, les fiches métiers sont sur le site du ministère, donc qui s'intitule travailler.gouv.fr. Donc du coup, quand vous allez sur site, ils ont un fichier en fait Covid-19 dans lequel on retrouve les fiches métiers préconisations. Dans le diaporama que vous avez là, en fait,
on a l'adresse du site. J'ai intégré un lien qui vous permettra d'aller directement sur le listing des fiches métiers. Et en général, vous avez aussi tous les services de santé au travail qui les mettent sur leur site internet pour pouvoir les rendre accessibles à tous. OK. Donc, je reviens après sur la suppression à la source. La première chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'éviter d'avoir le virus qui rentre au sein de son établissement. Par rapport à ça, la préconisation, ça va être d'inciter les salariés à être extrêmement vigilants vis-à-vis de leur état de santé, c'est-à-dire qu'ils fassent de l'autosurveillance. Donc, à partir du moment où vos salariés auraient des symptômes, il faudrait qu'ils restent à son domicile, qu'ils contactent son médecin et qu'ils vous préviennent, vous, dans un deuxième temps. En tant que chef d'entreprise… Oui. Pardon, David. Je m'excuse. Je vais intervenir sur le protocole de prise en charge des salariés, éventuellement, si tu veux. Sur qui est à la fin, la diapo de fin? Non, non. Non? Bah, vas-y. Parce qu'en parlant des sources, comment supprimer le risque à la source? Il faut se rappeler les moyens de transmission. On avait parlé de deux façons de transmission, directe et indirecte. Donc, la source pourrait être un salarié malade, un salarié de l'entreprise, mais ça pourrait être quelqu'un de l'extérieur, un intervenant, le public, si c'est un établissement recevant du public. Donc, il faut identifier déjà quelles sont les personnes malades. Ça devient assez compliqué parce que la seule façon à confirmer la maladie aujourd'hui, c'est le test PCR. Donc, c'est un critère biologique qui n'est pas disponible dans les établissements et dans les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on parlait des suspicions et qu'il faut, dès qu'il y a une suspicion, déjà à informer et sensibiliser les salariés de ne pas se rendre sur le lieu de travail si ils ont des symptômes, qu'ils restent à son domicile. Il doit appeler aussi son médecin traitant. Si il est quand même sur le lieu de travail, pareil, il faut le surveiller. En cas de suspicion, il faut l'isoler dans une pièce dédiée. Sans qu'il y ait un contact ou les contacts doivent être réduits à des personnes qui sont formées au préalable, qui sont équipées d'un masque et qui doivent respecter la distance physique de minimum 1 mètre. Et ce que j'ai retrouvé dans le protocole national de déconfinement, les entreprises auront apparemment une obligation de rédiger avec le médecin du travail une procédure de prise en charge des salariés qui sont potentiellement malades. Et il y aura aussi une obligation d'identifier les contacts à risque ou à risque négligeable. Donc, il va falloir travailler ensemble avec les services de santé au travail pour mettre en place ce type de protocole. Donc, c'est comme ça qu'on arrivera à supprimer le risque à la source. Et après, la deuxième source de contamination sont les matériels et matériaux qui proviennent de l'extérieur. Là, on vient de le dire, il faut respecter ce que nous vous conseillons, l'intervalle de 24 heures pour tout type de matériaux, que ce soit du plastique, de l'acier. Apparemment, c'est le plastique et l'acier qui sont à surveiller en priorité. Et après, attention aussi au risque de contamination lors d'interventions hors établissement. Là, sont les règles de l'entreprise où vos salariés sont amenés à intervenir qui vont s'appliquer, mais en même temps, vos propres salariés doivent respecter les gestes barrières en priorité. Voilà ce que j'avais à compléter par rapport à… Alors, j'ai des questions dans le chat, Nicoletta. Christelle nous demande, les symptômes n'étant présents qu'après 2 ou 3 jours d'incubation, comment être sûr qu'un salarié contaminé n'a pas fait entrer le virus avant les symptômes?
On ne peut pas le savoir, en gros. Après, comment dire, la stratégie du gouvernement actuellement, c'est d'identifier et isoler les contacts d'une personne malade. C'est comme ça qu'on va casser les chaînes de transmission. Mais effectivement, on n'a pas de certitude, vu qu'effectivement, la personne est déjà contagieuse avant de déclarer des symptômes. Okay. Donc, en cas de suspicion, nous demande Thierry, en effet, n'est-il pas plus judicieux de renvoyer chez lui le collaborateur, tout simplement? Tout à fait, tout à fait. Il faut l'inviter à rentrer chez lui, contacter un médecin parce qu'il doit s'isoler. Il faut qu'il y ait quand même une prise en charge médicale. Il faut qu'il soit isolé et surveillé. Parce que comme on avait vu tout à l'heure, il y a quand même ce délai d'apparition des symptômes plus graves qui peut aller jusqu'à 9 jours. Donc, il faut que le salarié soit surveillé et qu'il n'y ait pas de symptômes graves qui apparaissent au bout de quelques jours. Effectivement, pour un chef d'entreprise, il est conseillé plutôt d'inviter le salarié de rentrer chez lui et de contacter un médecin. D'accord. Une petite précision sur ce point-là, si vous me permettez. Quand on parle en fait d'inciter les salariés à l'autosurveillance, c'est aussi que avant même qu'ils viennent au niveau de l'entreprise et que le contrôle de l'état de santé se fasse à l'entrée d'établissement, ça peut être intéressant de bien informer les salariés des différents symptômes, des problématiques, pour que eux-mêmes, avant de partir dans l'entreprise, ils aient cette réflexion-là et qu'on limite même la diffusion potentielle au moment du transport et de l'arrivée sur le site. C'est un petit peu dans ce sens-là que la Haute Autorité de santé publique a plutôt préconisé qu'on incite les salariés, qu'on leur explique comment eux-mêmes identifier leurs symptômes avant même que cela soit fait au sein de l'entreprise au moment de l'entrée. Après, si quelqu'un déclare des symptômes dans la journée, là, effectivement, ça serait intéressant de le renvoyer à son domicile. Mais s'il pouvait de lui-même ne pas se rendre sur le site de l'entreprise parce qu'il a commencé à avoir des symptômes en fait au réveil, ça sera beaucoup plus intéressant. Ok. Est-ce que Eric nous demande, est-ce qu'il y a un danger sur le courrier aussi, sur le papier, de transmission du virus? Alors, encore une fois, il y a deux techniques d'identifier les virus ou d'éprouver l'existence des virus sur des surfaces. Il y a la technique PCR et il y a la technique des cultures cellulaires. Entre les deux, quand on arrive à avoir des virus en culture, ça veut dire que sur les surfaces, il y avait du virus vivant. Alors, dans les études qui se sont basées sur les cultures cellulaires, ça a été prouvé que malgré l'existence du virus sur les différentes surfaces, au-delà de 3 jours, on ne retrouve pas forcément du virus vivant en culture. Alors, moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'appliquer la même règle de 24 heures, même pour le courrier, dans le doute. D'accord. Voilà, d'appliquer le même principe des précautions dans le doute. Mais vous n'allez pas trouver la même information dans toutes les sources parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont encore en cours et encore une fois, on a peu de certitudes sur la transmission de ce virus. Ok. On vous laisse poursuivre et puis on reprendra un temps de questions-réponses ensuite s'il nous reste un petit peu de temps. Pas de souci. Donc, une fois qu'on a fait cette première partie de prévention en fait en supprimant à la source, on va aussi essayer dans un deuxième temps de voir comment on va pouvoir supprimer les risques de contamination en réorganisant ces activités. Un des premiers points qui est abordé, c'est déjà de finalement maintenir en télétravail, même que partiellement, tous les salariés qui peuvent l'être, pour éviter du coup qu'ils viennent se déplacent au cas où ils soient porteurs asymptomatiques. On va aussi donc éviter certains déplacements en favorisant la visioconférence. Il peut être intéressant d'avoir une réflexion sur les modifications d'horaire, ce qui va permettre de limiter les flux en entrée et sortie d'établissement pour éviter que les gens se croisent, arrivent tous à la même heure, voire même qu'il y ait une surcharge au niveau des transports en commun. Donc ça, à voir si dans certains établissements, il n'est pas possible de modifier un petit peu les horaires d'entrée, plutôt que tout le monde attaque à 8 heures, par exemple le matin, de faire démarrer les personnes de 7 à 9 heures pour étaler.
On va aussi limiter la circulation des personnes dans les établissements. L'idée va être de finalement mettre un petit peu fin à la polyvalence et d'affecter des personnes à différentes zones. Par exemple, on peut avoir des opérateurs qu'on va mettre dans un atelier et on va leur demander de rester que dans cet atelier, qu'ils n'aillent pas croiser des personnes présentes dans d'autres zones. On peut avoir la même chose dans des magasins de vente entre la partie vente à la clientèle et la partie arrière-boutique. On va essayer de vraiment dédier des personnes à des zones pour éviter tout croisement entre eux. Et enfin, un dernier point aussi qu'on peut préconiser sur cette question-là, on va plutôt favoriser la mise à disposition de matériel individuel pour limiter le risque de contamination manuportée qui pourrait arriver dans le cas où on a des personnes qui vont se passer du matériel ou l'utiliser les uns après les autres. Si toutefois ce matériel doit être utilisé par plusieurs personnes, à ce moment-là, on demandera qu'il y ait une désinfection systématique du matériel avant d'utiliser par un autre individu. Ensuite, un autre point, ça va être la problématique de l'évolution de plusieurs salariés dans un même espace. À ce moment-là, on va, que ce soit dans les espaces de travail ou dans les locaux collectifs, garantir le plus possible la distance de 1,50 m, donc qui est plutôt la distance qu'on préconise par rapport à 1 mètre qu'on a entendu au début sur la distanciation sociale. Donc, on va essayer de se garantir ces 1,50 m entre toutes les personnes. On va aussi, dans le cadre d'une circulation de plusieurs personnes sur un site, essayer le plus possible, en fonction de la typologie de l'établissement, de favoriser une circulation à sens unique, ce qui va permettre justement d'enlever tout ce qui risque de croisement et de séparer les entrées et sorties. On va limiter le plus possible la présence de personnes simultanément dans les différents locaux collectifs, donc que ce soit les vestiaires, les réfectoires, les sanitaires, mais on aurait aussi pu mettre les ascenseurs et autres. Donc là, en termes d'organisation et par affichage. Quand on le peut, on va limiter tout ce qui est contact avec des surfaces à usage collectif. Par exemple, dans certains établissements, on a pu faire retirer les portes, ce qui permettait aux personnes d'éviter les contacts avec les poignets. On va mettre à disposition tout ce qui est essuie-mains jetable et supprimer aussi tout ce qui est les dispositifs de cessage par soufflerie qui peuvent du coup mettre en suspension les micro-gouttelettes contaminées. Et il est privilégié d'enlever tout ce qui est fontaine à eau et distributeur de boissons et plutôt de partir sur un principe de bouteille individuelle pour chacun des salariés. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur ces premiers points. Oui, j'ai des tonnes de questions sur le chat. Comment on gère les copieurs? L'usage de la photocopieuse, est-ce qu'on désinfecte après chaque usage? Alors, dans l'idée, ça serait effectivement ce qu'on a pu être amené à préconiser dans des établissements, c'était de protéger les photocopieurs avec des dispositifs de film plastique sur les lieux où il y a les touches, parce qu'on a un problème potentiellement, on peut avoir des contaminations qui vont rentrer dans les interstices. C'est la même chose pour les claviers aussi. Donc, essayer de protéger, de filmer, et à ce moment-là, du coup, on pourra désinfecter rapidement avec soit une lingette, soit avec un spray aux différentes utilisations. C'est effectivement… David, oui. Oui, je disais, tout ce qui est photocopieur, les interrupteurs aussi de lumière, c'est toutes des sources potentielles de contamination. Donc, ça va être la même chose. J'essaie de résumer un petit peu parce qu'on a beaucoup pour les clims, les télécommandes des clims, j'imagine, pour l'utilisation des frigos, des micro-ondes partagés. Alors ça, il y a effectivement, on va essayer de limiter au maximum. Dans les préconisations du ministère, ils ont plutôt tendance à essayer de limiter l'utilisation de tout ce qui est frigo, micro-ondes, donc de prévoir au niveau des repas des choses qui peuvent se garder dans une glacière personnelle ou un système de pique-nique, ce qui va éviter du coup ce risque-là. Si on a quand même des utilisations collectives, effectivement, il va falloir prévoir des nettoyages, des désinfections, protéger les surfaces au niveau des micro-ondes, tout ce qui est les boutons et tout pour les enclencher. Effectivement, on va avoir un souci à chaque fois sur ces éléments collectifs.
Ok, alors j'ai une question d'Ariane qui nous dit afin d'assurer la protection de tous les salariés et employés, peut-on dans un commerce de détail obliger les clients à porter un masque? Normalement, oui, à l'entrée, en fait, ça peut être conditionné. Il faut que, par contre, ça soit bien signalé en amont aux personnes et de demander, du coup, qu'ils viennent équipés de masques. C'est ce qu'on a retrouvé notamment en Allemagne, dans les magasins, c'est ce qu'ils ont fait. Et au jour d'aujourd'hui, je sais qu'on a des magasins qui ont prévu la réouverture le 11 mai, notamment des coiffeurs ou autres, qui ont demandé que les clients soient systématiquement équipés de masques. D'accord. Toujours pour le commerce de détail, pour les magasins avec des cabines d'essayage, que faire des articles essayés et non pris par le client, concrètement? Alors ça, du coup, sous couvert du docteur Simpian qui pourra peut-être répondre, j'avais vu un élément là-dessus où en fait, il y avait un magasin qui, en exemple, hein, que j'avais vu aux informations, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient limité du coup le nombre d'articles à prendre au niveau des personnes. Donc, ils ont essayé d'inciter les clients à être bien vigilants par rapport à leur choix et puis par rapport au type de taille. Et derrière, ils procédaient à une sorte de désinfection des différents habits en utilisant les dispositifs en fait de repassage par vapeur, ce qui permettrait éventuellement de réduire en fait la présence du virus sur les vêtements. Là, Oui, après, sous couvert de validation scientifique sur est-ce que ça marche ou pas, mais c'est une solution qu'on peut retrouver. oui, c'est une question difficile. Moi, je dirais qu'il faut limiter au maximum l'utilisation des cabines d'essayage. Pourquoi? Parce que c'est un espace clos qui permet aussi de concentrer, disons, la charge virale en cas de personnes malades. Donc, moi, je serais plutôt favorable, et ce que je conseille d'ailleurs, c'est de mettre en place la reprise des articles une fois achetés, hein, Ouais. plutôt D'accord. que d'utiliser les cabines. Ok, je prends encore 2 questions et puis je vais laisser la parole à Isabelle Dufour si David, c'est bon pour vous? Votre Oui, on avait intervention? d'autres points. Ouais, on a d'autres points à aborder, notamment sur les EPI, éventuellement. Allez, ben alors, je vous laisse finir et puis je laisserai la parole à Isabelle Ouais, ensuite et puis on effectivement, terminera j'ai avec vu lui. que l'heure avançait vite. Oui. Bon, du coup, après, donc là, on a vu tout ce qui est organisation. Ce qui peut être mis en place après, si les personnes seront partagées, ça va être tout ce qui est les protections. Donc, c'est là où on va retrouver les parois et autres, les gestes barrières pour limiter le contact avec des microparticules. Pour ce qui est en fait la prise en charge au niveau du public, la réflexion va être la même que celle pour les salariés. Donc du coup, on vous a mis dans le diaporama quelques exemples en fait de préconisations. Je reviens sur l'aspect climatisation. C'est quand même quelque chose sur lequel nous on a tendance à demander à ce que tout ce qui est air soufflé soit coupé, parce que c'est des choses en fait qui peuvent porter les micro-gouttelettes et les emmener beaucoup plus loin que la distance d'1,50 m. Donc soyez vigilants à tout ce qui est rideau d'air chaud ou rideau d'air frais à l'entrée des magasins. On se pose des questions sur le sèche-cheveux au niveau des coiffeurs, enfin des choses comme ça. Il y a des procédures bien spécifiques pour le nettoyage au niveau des locaux, notamment la désinfection au niveau de l'utilisation de la javel. Et si vous utilisez des produits virucides, il y a une norme à appliquer que vous voyez dans le diaporama. Ce qui va être important aussi, ça va être de bien penser à aérer régulièrement vos locaux. C'est préconisé qu'il y ait une aération dans la mesure du possible toutes les 3 heures pendant une durée de 15 minutes pour éviter qu'il y ait des particules qui se concentrent dans l'air. Et enfin, au niveau des EPI, on a entendu beaucoup de choses sur les différents EPI. Il faut savoir que par rapport à ça, le moyen principal de protection reste quand même le masque. On est assez réservé sur l'utilisation des gants parce qu'on se rend compte en fait que quand les gens portent des gants, ils se sentent protégés et en fait ils risquent d'avoir du virus sur les gants et du coup de porter leurs mains après au visage par manque d'attention. Donc la consigne par rapport aux gants, c'est plutôt de favoriser un nettoyage des mains régulier et d'éviter dans la mesure des possibles des gants par rapport à ce problème de comportement. Les protections au niveau des yeux peuvent être intéressantes, mais en aucun cas, la visière de protection peut remplacer un masque respiratoire
vu que la personne peut quand même faire des projections et malgré tout respirer l'air environnant. C'est important quand on met des équipements de protection à disposition de ses salariés de bien les former par rapport à ça, parce que trop souvent, quand on est en extérieur, on se rend compte que les gens n'ont pas forcément savent forcément bien mettre leur masque, parce qu'il faut quand même qu'ils recouvrent bien du nez jusqu'à sous le menton, qu'il soit bien fermé. On évite les contacts des mains avec le visage et on évite de prendre son masque pour le mettre sous le menton et le remettre derrière, parce qu'à ce moment-là, on a un risque de concentration de contaminants dans le masque et ce qui, du coup, va poser un problème de contamination. Voilà pour terminer rapidement ce que je pouvais vous dire sur ces points-là. Et après, donc, on avait mis en place une procédure à suivre si un salarié testé positif au Covid. Je ne sais pas si… Oui. On va peut-être déjà établir un protocole avec les entreprises. Du coup, je pense que ça sera géré par les médecins du travail. Voilà. Chacun avec ses entreprises. Où on mettra probablement ce protocole sur le site internet du SLST. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet. On parlait tout à l'heure des fiches métiers. Vous les trouvez aussi et leur mise à jour sur le site internet. Donc, allez consulter régulièrement. On fait des efforts vraiment pour le tenir à jour. Très bien. Je vous propose, il est 14h10. Je vais laisser la parole à Isabelle Dufour et puis il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc, une fois qu'Isabelle aura fini sa présentation du dispositif, ok, on répond aux questions. Pas de souci. Pour vous interroger, vous poser encore de nouvelles questions. Donc, Isabelle, je te donne la main pour partager ton écran. Ok. Alors, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'image et vous avez le son? Super. Alors, moi, je suis là pour évoquer Lyon Pacte PME et la plateforme que nous avons mis en place depuis le début du confinement. Alors, tout d'abord, quelques mots sur Lyon Pacte PME. Alors, je ne peux pas faire défiler les slides, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Et ça marche. Alors, qu'est-ce que le Lyon Pacte PME? Donc, Lyon Pacte PME, donc, ce que nous faisons en dehors de la crise Covid-19 habituellement, donc nous mettons en relation les grands comptes publics et privés et les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur 3 sujets, les achats et les achats d'innovation, les RH et le développement des PME à l'international. Donc, dans les grands comptes publics, on y entend les grandes collectivités, les mairies, et les grands comptes privés, donc on parle des grands groupes privés. Donc, notre dispositif est soutenu par l'ensemble des institutions de la région, donc à savoir la métropole de Lyon, la région, la CCI Lyon Métropole, la CPME du Rhône, le MEDEF Lyon-Rhône, la CMA du Rhône, l'Université de Lyon et Pacte PME. Donc, nous avons réalisé, entre autres, 82 événements de mise en relation, voilà, où tout un tas d'entreprises ont participé. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette plateforme que nous avons mise en place il y a quelques semaines maintenant. Donc, nous faisons la mise en relation entre l'offre et les besoins des EPI, c'est-à-dire des équipements de protection individuels. Donc, vous avez le lien sur le slide, mais je pense que Charlène va également vous l'envoyer dans le chat. Oui. Voilà, donc si vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur la même image, sur le même slide que j'affiche actuellement. Donc le lien de mise en relation de l'offre et du besoin donc de ces fameuses EPI. Donc vous allez pouvoir nous indiquer si votre entreprise a besoin de matériel ou si votre entreprise peut vendre ou fournir du matériel dans le cadre d'une vente ou à titre gratuit. Donc, par exemple, les masques, les visières, le gel, les charlottes, les lunettes de protection, les gants, les blouses, les protections en plexiglas, mais également tout un tas d'autres matériels. En fait, on détourne assez régulièrement la plateforme. Au moins 10% des entreprises proposent d'autres matériels, d'autres services que ce que nous avons affiché ici. Donc, si votre entreprise est dans ce cas de figure, elle peut également s'inscrire sur la plateforme, y compris dans les besoins et y compris dans ce qu'elle peut mettre à disposition. Nous avons également mentionné des informations utiles tout en haut de la plateforme, donc tout un tas de numéros, d'emails, de sites internet où vous pourrez déjà vous dépanner dans tous ces matériels avec notamment des stocks disponibles tout de suite.
Donc, si vous souhaitez ne pas vous inscrire sur la plateforme, vous pouvez néanmoins contacter tous ces contacts. Nous avons également ajouté pour les normes, pour les masques, donc les équivalences avec l'international. Donc, si vous voulez arriver à retrouver les équivalences donc dans les masques chirurgicaux, les FFP2, voilà. Donc, vous avez les équivalences mentionnées sur le tableau qui sont également, enfin, ce tableau est également sur la plateforme. Voilà, et puis tout en bas, vous allez pouvoir vous inscrire avec tout un tas de champs. Donc, c'est très simple, on vous demande quelques informations. Et puis, en retour de cette inscription, je vous enverrai tous les jours une liste de contacts vous permettant de trouver du matériel ou une liste de contacts si vous-même êtes fournisseur et attendez plutôt des clients. Donc, selon votre cas de figure, je vous enverrai un tableau un petit peu différent. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et puis après, donc je voulais simplement vous parler de la difficulté d'acheter des EPI depuis notre confinement. Donc j'imagine que vous avez remarqué que c'est très compliqué d'acheter des EPI actuellement. Les prix et les délais de livraison augmentent toutes les semaines depuis le début du confinement. On prend même jusqu'à 1 € par EPI par semaine. Enfin, ça a été vraiment considérable. La grande majorité des fournisseurs demandent le paiement intégral à la commande, ce qui offusque un certain nombre de clients, mais c'est comme ça que ça se passe depuis relativement quelques semaines maintenant. Donc, nous ne portons évidemment pas garant de la relation commerciale que vous allez réaliser avec une entreprise inscrite sur la plateforme. Nous ne le souhaitons pas et nous ne pouvons pas le faire non plus. Et puis, si j'ai juste un dernier petit conseil à vous apporter, si votre entreprise souhaite commander des EPI actuellement, faites-le très rapidement parce que les délais sont très longs pour recevoir le matériel. Voilà, un complément d'information donc des plateformes supplémentaires qui existent actuellement. Donc, pour commander des masques chirurgicaux, vous pouvez aller sur le site Cdiscount, qui est un site soutenu par la CCI et la CMA. Vous pouvez également commander des EPI sur la plateforme Stop Covid-19. Et puis, normalement, à partir d'aujourd'hui, la région propose un nouveau site, kit.tpe, mais je ne sais pas s'il est opérationnel depuis ce matin. Enfin, normalement, il devrait être opérationnel depuis aujourd'hui. Voilà, merci à vous et vous avez notamment mon contact et mon numéro de téléphone si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Parfait, Isabelle. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la main sur le chat. Vous êtes encore plus de 180 participants à ce webinaire et je vous en remercie. Vous imaginez la liste de questions auxquelles je vais essayer de demander à nos intervenants de répondre. Donc, je reprends un petit peu dans l'ordre chronologique et puis s'il y a des questions auxquelles nous ne réussissons pas à répondre aujourd'hui, nous essaierons de vous apporter une réponse dans un second temps ultérieurement. Alors, je remonte. Existe-t-il des fiches d'affichage de prévention des risques? Nous demande Géraldine. Alors, sur les affichages liés directement au Covid, il existe des affiches en fait qui sont disponibles sur les sites du ministère de la Santé ou sur du gouvernement sur ces info coronavirus, je crois, de mémoire, qui permettent en fait d'afficher tout ce qui est la problématique des symptômes, lavage des mains, les règles de gestes barrières, et qu'on peut du coup mettre en place dans les différents points stratégiques de l'établissement. Ok. Ensuite, j'ai Evelyne qui nous dit « J'ai une boutique d'articles non alimentaires. Puis-je demander à mes clients de me laisser leur nom, leur téléphone lors d'une visite afin de pouvoir les contacter en cas de Covid déclaré par le personnel ou par une cliente ?» Oui, ça ne correspond pas forcément aux préconisations, recommandations officielles. Ça peut aider effectivement à identifier les cas contacts. Mais il faut retenir aussi que ce qu'on appelle des contacts à risque sont des contacts étroits. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un temps de contact d'environ 15 minutes et que la distance physique ne soit pas respectée. Ça veut dire qu'on est à moins d'1 mètre.
D'accord. Voilà. Mais je ne peux pas donner une réponse exacte car ça ne correspond pas forcément aux recommandations actuelles. D'accord. Ensuite, j'ai une question de Sophie. Je m'excuse, je vais enchaîner un petit peu les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Sophie nous partage une information. Elle nous dit que dans la ville de Marseille, il semblerait qu'ils aient trouvé des traces de matériaux contaminés dans les écoles alors qu'elles sont fermées depuis le 13 mars. Donc, ça veut dire pour elle que le virus reste bien plus longtemps que ce que l'on s'est dit en début d'intervention. Oui, ça n'a pas été confirmé par les études. Et encore une fois, j'insiste, la technique PCR va identifier des virus, mais pas forcément des virus vivants. Ça veut dire que si le virus n'est pas vivant, il n'a plus la capacité d'infecter une personne. Alors, ce qu'il faut déterminer, c'est si dans ce qui a été identifié dans les écoles, il y en a des virus vivants. D'accord. Thierry nous dit simplement que dans le cadre d'intervention dans d'autres entreprises, il faut bien sûr penser à revoir son plan de prévention. C'était plus un constat. Oui, tout à fait. Non, mais il a tout à fait raison. Et on a la même chose au niveau du document unique d'évaluation des risques aussi, que ce soit en interne ou en externe. Il va falloir le réactualiser et intégrer les moyens de prévention qu'on a mis en place dans le DU. Ok. J'ai une autre question justement de Thierry qui nous dit qui fournit les EPI lors d'intervention dans les entreprises. C'est l'entreprise d'accueil ou le visiteur? Alors normalement, les EPI, c'est l'employeur qui les met à disposition de son salarié. Donc dans la logique, l'employeur devrait fournir un kit pour ses salariés qui partent à l'extérieur. Par contre, si ça va au-delà, comme ça peut arriver dans des entreprises agroalimentaires, ça peut être aussi l'entreprise en fait dans laquelle il va qui va compléter les équipements de protection individuelle, voire lui fournir des équipements d'un niveau de protection supérieur en fonction de son évaluation des risques à lui, qui lui seront propres. Mais c'est des choses qui vont être intégrées dans le plan de prévention normalement, qui va être la coordination entre les deux parties. D'accord. Ensuite, une question de Nathalie qui nous demande, concernant la charte pour la prise en charge du salarié malade, qui doit être en contact avec la médecine du travail? Le CSE, la direction, les ressources humaines? Donc, ça devrait être probablement un sauveteur secouriste, moi je dirais. C'est lui qui doit être formé, c'est lui qui doit connaître cette procédure, c'est lui qui doit bénéficier d'un équipement de protection pour la prise en charge des salariés potentiellement malades. Par contre, le protocole, s'il y en a un qui va être défini, c'est à l'employeur de le mettre en place en collaboration avec son CSE. Ça reste l'employeur qui est responsable de la prévention au sein de son établissement. Tout à fait. D'accord. Une question de Valérie. Elle nous dit, je dirige une librairie. Comment peut-on procéder avec du public qui veut entrer et manipuler des livres On peut mettre à disposition, c'est un conseil, donc on est toujours sur la transmission main portée. Donc déjà, si on impose une hygiène des mains rigoureuse, ça veut dire soit lavage des mains à l'entrée, soit mise à disposition des solutions hydroalcooliques. D'accord. Après, il va falloir aussi gérer sur leur comportement. Si vous avez des gens qui rentrent pour lire les livres à l'intérieur et repartir, c'est des choses qu'il faudra plutôt limiter. Faut pas on est obligé, dans un point de vue commercial, de leur laisser un droit de contact avec le livre, de regarder, mais c'est vrai qu'on va essayer d'éviter au maximum, malgré tout. D'accord. Toujours dans l'entreprise, Séverine nous dit, quid de l'utilisation des toilettes? Faut-il les nettoyer après chaque passage? Comment on fait? On parlait des micro-ondes tout à l'heure, des frigos. Oui, c'est ce qui, dans l'idéal, il faudrait les nettoyer après chaque passage, effectivement. Mais est-ce que c'est faisable dans les entreprises? C'est une autre question. Ok. Une question de Florian qui nous dit, doit-on et peut-on imposer le port du masque à ses salariés, notamment dans les bureaux quand on est dans des open space? Alors, ce que j'ai retrouvé aujourd'hui des deux confinements, c'est noté qu'on ne peut pas forcément imposer le port de masque. De toute façon, le port des EPI, et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je vais insister, ça doit être une mesure secondaire.
il faut d'abord commencer par les moyens de protection collective et notamment respecter la distance physique imposée de minimum 1 mètre entre les personnes dans tous les sens. Après, le port des EPI, c'est conseillé, mais à ce jour, on ne peut pas l'imposer, sauf si les autres mesures ne peuvent pas être mises en place. D'accord, très bien. On va avoir un lien vraiment là-dessus avec le document unique et l'évaluation des risques qu'on va en faire. C'est-à-dire que si on se rend compte que les bureaux, ils vont être rotatifs, alors ce qu'il faudrait éviter aussi, hein, mais qu'on n'a pas le choix d'avoir des personnes qui vont être plusieurs à utiliser le bureau, même si c'est en alternance, va falloir qu'on intègre la notion du nettoyage d'infection et éventuellement, dans ces situations, imposer le masque pour éviter les contaminations. Mais il faudra justifier le pourquoi on impose le masque. D'accord. Dans le prolongement là, de ces questions autour du masque, Edith nous demande si les masques fabriqués maison suffisent. Non, et si oui, moi, les laver. non, non, parce que pour savoir comment il faut entretenir le masque, il faut connaître les propriétés du matériau, des matériaux utilisés et conditions de lavage, température, durée de lavage. Donc, qui va nous préciser tout ça pour les masques faits maison? D'accord. À savoir aussi que d'un point de vue technique, hein, s'il y a des masques en tissu, on va plutôt préconiser ceux qui ont été validés d'un point de vue masque usage non sanitaire, parce qu'un fabriqué maison, il y a beaucoup de paramètres entre la superposition des couches de tissu, la dimension du maillage du tissu, qui rentrent en compte dans la capacité du masque qu'on ne maîtrisera pas sur un masque maison. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt le déconseiller en entreprise et favoriser les usages des masques certifiés, même s'ils sont en tissu lavable. Tout à fait. Alors, justement, Christian nous demande si on doit fournir des masques à nos salariés parce qu'on ne peut pas respecter cette distanciation. Faut-il que ce soit des masques chirurgicaux ou des grands publics en tissu suffisent? Des masques non sanitaires suffisent. Par contre, il faut que ce soit des masques qui sont validés. On a mis dans le guide en fait qu'on a fait qui est synthétisé en fait dans la présentation qu'on a. C'est pour ça qu'on vous invite à aller sur le site internet. Mais éventuellement, Charlène, je vous mettrai le lien à la fin du diaporama, puis je vous enverrai une version réactualisée. Oui. On a listé en fait les fabricants de ces masques non sanitaires, donc en tissu, ce qui permettra aux personnes de pouvoir les commander par ce biais-là ou par la plateforme du coup de Pacte PME, parce que je crois qu'eux aussi ils sont identifiés dedans, pour pouvoir les commander. Et là aussi, il y a des niveaux de protection, il y a 2 niveaux de protection en fait qui sont différents. Mais il faut vraiment partir sur ces masques-là plutôt que des masques fabriqués maison. Et suivre du coup les consignes d'utilisation du fabricant. Parce que pour tout type de masque, et c'est valable même pour les masques chirurgicaux ou FFP2, il y a à regarder la capacité de filtration et l'étanchéité des masques. Donc, il faut vraiment insister sur les 2 points. Parce que sinon, un masque qui est mal porté va offrir une fausse protection et ça serait contre-productif, complètement. On obtient l'effet inverse. D'accord. Bruno nous demande, est-ce que le SLST propose des tutos sur la mise en place des EPI? Alors, il n'y a pas de tutos, il y a des documents sur l'utilisation correcte des masques. Oui. On a quand même fait le lien toujours sur le guide à la fin. On a listé différents tutos qui existaient. On en a qui sont issus du CHU de Saint-Étienne sur la mise en place du masque, mise en place des gants de mémoire. Et on en a un autre aussi de la Société de réanimation pour la mise en place des tenues, des vêtements par rapport à ces questions-là. Bon, qui sont plus liés pour les soignants, mais qui peuvent être intéressants à regarder quand même, notamment dans l'agroalimentaire. Donc, on a les liens quand même des tutos vidéo. On a essayé de regrouper tout ce qui pouvait être pédagogique pour l'employeur. D'accord. Ensuite, j'ai une question d'Aurélie qui nous dit où trouver une base de rédaction pour tout ce protocole à mettre en place? Oui. Oui. Là-dessus, en fait, on a sur le site du ministère, nous on a fait le lien aussi,
c'est ce qu'on appelle les PCA, les plans de continuité d'activité. On en a mis un exemple qui vient de la filière bois, alors qui vaut ce qu'il vaut, hein, dans le sens où une vendeuse de produits non alimentaires n'aura pas forcément les mêmes problématiques, mais ça donne une première base. Sinon, sur Internet, je sais que la CGPME en a mis un disponible aussi en modèle. Et en fait, sinon, je dirais, si elle est adhérente à un syndicat professionnel, des fois, les organisations en ont mis en place, mais on n'a pas eu accès à toutes parce que par moment, il faut un code adhérent, ce qu'on n'avait pas forcément nous. Donc, on n'a pas pu tous les regrouper. Mais sur Internet, on doit pouvoir trouver des choses. Après, c'est vraiment le lien avec le DU qui va être important pour moi et qui fera office de. Ok, très bien. Justement, là, j'ai une question sur si on a mis en place le protocole, mais si on n'a pas mis à jour son document unique, quel est le risque pour l'entreprise? Ça fait le lien avec la précédente webinaire. Oui, on a toujours en fait ce risque-là d'un point de vue juridique, même si j'espère que au niveau du contrôle, ça serait si les choses sont bien mises en place, qu'après on fasse juste un rappel. Mais ce qu'il faudrait à ce moment-là, si on a mis le PCA et qu'on n'a pas mis à jour le DU, c'est juste faire un lien dans le DU en indiquant le risque lié à la pandémie Covid et en renvoyant directement sur le PCA. Le document unique est pour moi plus un outil dans lequel on va rassembler tout ce qui est évaluation des différents risques, une sorte de synthèse en fait de ce qu'on a pu mettre en place. Donc je ne pense pas qu'il faille tout reprendre du début jusqu'à la fin, mais au moins faire référence au PCA qu'on aura mis dans son entreprise. D'accord. Ok. Il est 14h30, alors encore une ou deux questions. Une question de Patrick. Comment l'employeur peut empêcher un salarié présentant des risques supplémentaires sans violer le secret médical? C'est très compliqué, mais comment l'employeur aura connaissance de cette fragilité du salarié? De toute façon, on fonctionne comme hors crise sanitaire. Il peut toujours demander un rendez-vous à la médecine du travail pour le salarié en cause et demander l'avis du médecin du travail. D'accord. Une question de Patrick. Bonjour, j'ai un salarié dont la femme est infirmière. Elle a été testée positive. Le salarié est donc en quatorzaine. Comment être sûr qu'il n'est pas porteur asymptomatique après ces 14 jours? C'est ce qui est recommandé actuellement, qui est une période de 14 jours en isolation. Après, comment être sûr? Il y a les tests PCR. De mémoire, il y a un protocole des suivis et 2 tests PCR sont effectués. Les 2 doivent être négatifs pour permettre aux salariés de sortir de l'isolement. De mémoire, il me semble que c'est toujours le protocole appliqué à ce jour. Voilà, mais encore une fois, la maladie, on ne peut pas la confirmer que par un test biologique. Il n'y a pas d'autre moyen de confirmer la présence du virus. D'accord. Ensuite, j'ai une question de Béatrice qui travaille en petite enfance avec un risque de contact physique. Quelles sont les préconisations d'équipement vestimentaire? Manches courtes, shorts possibles à l'approche de l'été, comment faire? Pour les salariés? Oui. Pour les salariés qui travaillent dans le milieu petite enfance, où le contact est physique. Oui. Oui, pareil, c'est compliqué. Donc, manches courtes, pas forcément. Parce qu'il y a toujours la contamination via des sécrétions. Lors d'éternuements, tout, quand on a affaire à des petits en bas âge, c'est très compliqué à les faire utiliser un mouchoir. Donc, forcément, il y a un risque de contamination des téguments, que ce soit au niveau des l'avant-bras, au niveau du visage. Et à ce moment-là, il faut avoir quand même la possibilité de se laver. Ou si on met une surblouse, à ce moment-là, dès quitter la surblouse et la remplacer. Ok. Très bien. Simplement, Béatrice nous redemande le nom du site pour trouver tous les tutos. Donc, c'est notre site internet, du coup, c'est slst.fr pour Sud-Loire Santé Travail.
Dans la page d'accueil, en fait, vous avez un regroupement de différents liens. On a le guide, en fait, qu'on appelle guide d'analyse des risques liés au Covid-19. Et c'est sur ce guide-là, à la fin, dans les liens utiles, qu'on retrouve tous les sites de référence avec les affiches, les différents tutoriels. On a fait un lien avec du coup les plateformes d'achat des masques de la CCI. On retrouve vraiment toutes les informations importantes au niveau du Covid-19 à la fin de ce guide-là. Ok, très bien. Je reprends la main. Écoutez, il est 14h33. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. J'espère que je n'ai déçu personne et que tout le monde a pu à peu près obtenir les réponses à ces questions. Je reprends la main 2 petites minutes simplement pour vous remercier déjà d'avoir été aussi nombreux pour suivre ce webinaire. Désolée pour les conditions techniques un petit peu particulières. C'était vraiment un peu déstabilisant pour nous aussi de ne pas se voir et de ne pas donc voir les intervenants. Encore 2 petites minutes d'attention. Je vous disais simplement si vous pouvez prendre le temps de répondre au questionnaire d'évaluation de satisfaction qui va s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire. C'est important pour nous de savoir si le format vous convient, si vous avez trouvé ce webinaire tout simplement intéressant et instructif. Pour ma part, je vous donne rendez-vous non pas demain, mais mercredi. C'est pas 28 avril, il y a une erreur sur mon slide. C'est ce mercredi. Nous serons donc le 6 mai à 13h30 pour parler comment anticiper les conflits avec mes clients grâce aux conditions générales de vente. Et je vous donne également rendez-vous jeudi 7 mai à 13h30 pour parler ressources humaines, réussir la reprise d'activité avec ses équipes. Voilà, le temps imparti est terminé. Merci à tous les trois. Merci pour votre temps. Et puis, excellent après-midi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à Bonne vous. Au revoir. journée. Merci, au revoir.